La première passion, en fait, c'est ça, c'est la batterie. Je dois avoir 10 ans, je découvre les grosses caisses sur les fanfares, en suivant les fanfares. Et ça me marque, les tambours. Bon, je suis breton, les bagades, les petites batteries, les petites cymbales, les petites caisses claires qui font des dentelles, des grosses caisses, bam bam. Et je suis gamin et je trouve ça magique. Et puis après, je pensais devenir une star. Bah, je suis pas devenu une star, non. Je pensais être le batteur d'un groupe connu, bah, pas vraiment. Donc à un moment, il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir, voilà. Donc ça, c'est une partie de ma vie qui continue un petit peu, puisque je rejoue de la musique avec mes copains quand on a 15-16 ans, on a refait un groupe. Alors avant on était un groupe de jeunes, maintenant on est un groupe de vieux. Mais on joue toujours du rock'n'roll, attention les gars, hein, ça déboîte. Hein. Puis la moto en parallèle, bien sûr. Mais alors moto, c'est un peu presque par hasard. Je suis électrotech dans une entreprise, j'ai les cheveux jusque-là, je fais du rock. Et puis là, il y a 2 motards. Et puis les gars me disent, bah tiens, on va aux éléphants, au mois de février, je ne sais plus quand, là, tu viens avec nous? Bon, je ne sais même pas ce que c'était les éléphants, et me voilà embarqué aux éléphants. On part en plein hiver avec un pantalon de kawaii, une botte, un blouson, un casque et puis des gants empruntés. Heureusement, l'hiver là, il fait pas trop froid. Hein. Il n'y a pas trop de neige. Et on dort sous la tente quand même. Il y a des gens qui brûlent des bancs et des tables pour se faire chaud. Là, l'ambiance, c'est assez spécial. Donc je vais aux éléphants. J'achète mon premier trail Yamaha, qui est une AT1, je crois. Déjà une Yamaha bleue. Déjà, tu vois. Et j'achète cette moto. Je traverse la France avec cette moto-là. Je vais voir mes parents qui sont partis en retraite en Bretagne. Je pars avec une espèce de sac de couchage roulé sur le porte-bagages arrière, un bidon d'huile sur la fourche avant pour faire le mélange, un bidon d'essence en secours. Je continue à faire de la musique et je joue avec un bassiste et je lui parle de moto. Et il me dit ah bah si tu veux acheter une moto, achète une 500 XT. Je savais même pas ce que c'était une 500 XT, toi, pour te dire, tu vois. Et la 500 XT, je l'avais entendu parler parce qu'elle avait gagné le Dakar avec Oriol et Neveu. Et que je commence à relire les revues, et là j'achète la 500 XT. Et il y a 4 ans, coup d'œil dans le rétroviseur, qu'est-ce que j'ai eu comme moto? Bah, j'ai eu ça et ça. Ah, c'est super. Quelle est la moto qui m'a donné le plus de sensations ou qui me laisse les plus beaux souvenirs, on va dire. Voilà. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qui m'a laissé le plus d'émotions, la Ténéré, forcément. Voilà, on revient là-dessus. Donc, 2016, je me rachète une Ténéré, simplement dans l'idée de reposséder cette moto. J'achète une vieille épave, 650 €, tac tac, on la refait tout doucement. Je ne m'attendais pas à mettre autant d'argent et autant de temps là-dedans. Parce que forcément, quand on aime bien les choses bien faites, bah, on démonte un peu plus, et on démonte tout finalement, on refait tout à neuf. Et puis la moto n'est pas encore terminée, que je me dis, mais c'est pas possible d'avoir une moto qui est une moto pour rouler, pour partir barouder. Et je décide de repartir dans le désert, au Maroc au moins. Et là, ça fout un peu pétoche parce que je dis, il y a 35 ans en arrière, la moto avait 1 an, j'avais 30 ans. 35 ans après, la moto a 35 ans, et le bonhomme il a 62, 63. Ça fout un peu les pétoches. Hein. La moto est vieille, le bonhomme est plus jeune. Je repars au Maroc, 12 jours, plateau du Récam, avec 3-4 motos, 3-4 copains, 4-4 d'assistance. Et là, c'est de nouveau le flash, quoi. Tout va bien, c'est super bonheur. C'est pas facile de s'y remettre. On a un peu peur, un peu d'appréhension. Mais c'est super magique.
Donc je rencontre Frédéric Barlerin qui veut faire son Paris-Dakar. Et je décide de monter à Paris, au Trocadéro, avec Mamie Ténéré, pour pouvoir coller Mamie Ténéré à côté de la moto de Marc Joanneau, la fameuse 650 DR Suzuki. Voilà. Et je rencontre Marc Joanneau, je rencontre Philippe Barlerin. On se retrouve à une quarantaine de motos pour les départs de Frédéric Barlerin, qui traverse la France avec la moto de Joanneau, et qui après va faire son Africa Eco Race. On accompagne Barlerin jusqu'à Orléans, demi-tour pour rentrer à Paris, et là, sur la moto, j'ai froid, j'ai vraiment froid. J'ai pas de poignée chauffante hein, sur Mamie, juste des manchons quand même. Et voilà. Et là, j'écris un scénario. J'ai dit, punaise, Fred, il va faire son Dakar. Jean-Louis, tu rêves de faire ton Dakar, mais fais-le, bordel de merde, fais-le. Et là, j'écris dans ma tête pendant 2 heures, en me caillant sur la moto. J'ai froid aux mains, j'ai chaud aux tripes. Et j'écris le scénario dans ma tête. Ceux qui ont envie de venir avec moi, ils viendront avec moi. J'ai envie de partager, j'ai envie de partage, de faire partager aux gens ma passion. Et là, tout se met en place. Et on se dit, banco, on organise notre Paris-Dakar. Donc, on ouvre la partie avec une T7, 8 Ténéré, et on organise notre voyage de Paris à Dakar. Cette Ténéré, il y a 4 ans, ça valait pas grand-chose une Ténéré. Ça coûtait, j'ai trouvé une épave tournante, une vieille moto, moteur tournant pour 650 €. Elle était en vente 800 €, négociée à 650 très facilement. Bon, coup de kick, la moto le démarre, vraiment très moche, cabossé. Bon, je la ramène dans le garage, je me dis, tiens, je vais lui refaire une petite santé. Et puis finalement, on démonte tout parce que quand on se rend compte que toutes les vis sont pourries, qu'il y a des fuites d'huile partout et tout, on démonte tout. On met beaucoup d'argent là-dedans, donc il faut savoir qu'une Mamie comme ça, Ténéré, si on veut vraiment la faire tourner propre, il faut mettre un peu d'argent dedans. Hein. Personnellement, moi j'ai essayé de lui donner le look de la moto de Jean-Claude Villiers de 1984. C'est une évocation, c'est pas vraiment une copie conforme, c'est une évocation. Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est que ça le fait, quoi. Une moto, un peu les amortisseurs préparés, quoi, simplement. Une moto strictement d'origine, on va dire. Hein. Un amortisseur arrière reconditionné. On a fait 5300 km, on a mis 1,8 kg dans les pneus, 30 litres dans le réservoir, ça nous a quasiment toujours suffi. Donc voilà, une moto d'origine fait le job, quoi. Hein. Un moteur qui tourne rond. Donc Mauritanie, donc des grandes routes, d'un côté l'océan, les falaises, le sable, les pistes, et puis après on roule sur les pistes du Dakar, quoi. Je dirais, là, à un moment, avec Gérard, on se tire pendant 250 km, on roule à 90-100 sur un plateau immense en sable, et on roule à 100 km/h là. Et moi, je pleure dans le casque, j'ai de l'émotion, je suis debout sur ma moto, et le 4x4 qui nous suit, et je m'imagine l'hélico de la 5, et là, il me manque une caméra sur la moto, il me manque un micro pour raconter mes émotions en direct. Je vis un truc de dingue parce que tout ce que j'ai rêvé depuis les années 80, 82, 83, je les vis pour de vrai là. Et c'est un moment intense où pendant 1 heure ou 2 heures, on roule au milieu de rien, juste au cap, au milieu de rien, et en faisant le terrain n'est pas très accidenté, il faut faire attention quand même, hein, mais c'est du sable, c'est un plateau, et c'est grandiose, et c'est vraiment un truc qu'il faut vivre, quoi. Il faut pas attendre demain, il faut le refaire. N'attendez jamais demain de refaire des trucs parce que demain il est trop tard, quoi. Voilà. Ça c'est pour la Mauritanie. Après, une fois qu'on roule au Sénégal, bon, tout va bien, c'est facile. Alors là, on retrouve la civilisation. Hein. Les bus superchargés, les tut-tut, machin. Là, c'est un kaléidoscope de couleurs et de vie. C'est vraiment l'Afrique noire. C'est magique.
c'est les femmes bien habillées avec leurs boubous et tout, magnifiques, majestueuses, toujours bien habillées, les mobylettes, les bus, les camions et tout, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Voilà. Moi, quand j'arrive à Dakar, je suis le dernier, tout le monde me dit vas-y, j'en lui passe devant. Je dis non, vas-y, allez-y, passez devant. J'ai besoin de temps pour arriver. Je vis un rêve, je concrétise un rêve. On a réussi à arriver tous ensemble là. Et là, j'ai beaucoup d'émotions. Quand j'arrive, quand je vois le lac Rose au loin, qui est vraiment rose, le lac Rose, hein, j'ai beaucoup d'émotions et je roule doucement. J'ai envie d'arriver, mais j'ai pas envie d'arriver en même temps. Parce que je me dis, si j'arrive, c'est que c'est fini. C'est paradoxal, hein. Je suis content d'arriver et je suis triste d'arriver. Enfin, pas triste, mais... Et je laisse tout le monde arriver. Et tout le monde arrive là-haut, et tout le monde est joyeux, tout le monde s'est dit bonjour, et moi j'arrive ah putain, je pleure dans mon casque. Ouais. Encore maintenant, là... il me faut vraiment beaucoup de temps pour... Voilà, je m'arrête 10 minutes et seulement au bout de 10 minutes, j'enlève mon casque et j'ai réalisé mon rêve, quoi. Et ça, c'est fabuleux.